Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gaëlle Auguerre, je suis responsable communication chez Agir pour un tourisme responsable. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tête-à-tête sur les imaginaires et plus globalement sur les livres, un livre qui compte. Ça s'inscrit dans un cycle de conférences que vous retrouverez tout au long du salon. Et donc ça vous invite à réfléchir à des futurs plus souhaitables et ça passe évidemment par de nouveaux récits et donc par l'écriture de nouveaux guides. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on accueille l'auteur de guides pas comme les autres, puisqu'on accueille un auteur d'un guide Tao, enfin de deux guides Tao, William Gosselin. Bienvenue, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais, super. Je m'appelle William Gosselin, je suis géographe. J'ai travaillé dans le tourisme ça fait bientôt 12 ans que je travaille dans le tourisme, chez des agences réceptives en Mongolie et en Thaïlande jusqu'à 2020, jusqu'au Covid. Et en parallèle, j'ai rédigé un guide Tao au Népal, parce que c'était là où je faisais mes études de master il y a bientôt 12 ans. Et ensuite, j'ai rédigé le guide Lyon lors de mon retour en Europe après ces années passées à l'étranger. Voilà. Merci beaucoup. Je vais commencer par une question simple et à la fois un peu plus compliquée, mais c'est quoi une écriture engagée et comment on s'engage dans l'écriture d'un guide touristique? À mon avis, déjà, il faut un peu croire au message et croire à ce qu'on veut mettre en avant et en même temps le confronter à la réalité d'un lieu. Parce qu'être engagé à Lyon, ça ne veut pas dire la même chose que d'être engagé au Népal. Des adresses qui sont engagées, on va dire, dans une ville comme Lyon, on attend beaucoup plus qu'une adresse qui puisse être engagée à Katmandou, par exemple. D'accord, justement, on va s'intéresser d'abord au guide Népal, puisque donc, les guides Tao se présentent ainsi, et on va parler donc de deux guides, dont le guide Népal qui a été publié en 2015, donc il y a 10 ans, qui invite le voyageur à découvrir le Népal à travers un voyage unique, à travers un voyage engagé, en mettant au cœur de ce voyage les habitants. D'abord, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus d'écriture? Comment tu sélectionnes les adresses, les activités, les expériences? Et quels critères tu utilises pour sélectionner les adresses que tu as mises dans ce guide? Alors, l'avantage et l'inconvénient du Népal, c'est que c'est un pays qui est très visité et depuis de nombreuses années. Donc, il y a un peu de tout qui a déjà été écrit et dit et répertorié sur plein d'endroits du pays. L'enjeu, c'était de trouver justement les petites zones d'ombre, celles qu'on ne trouve pas dans les autres guides du type Lonely Planet ou le Routard. Donc, aller chercher un peu en dehors de ces sentiers un peu plus parcourus en temps normal. Et à partir de là, de créer une sélection en plus sous le spectre justement d'un engagement éthique d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'était vraiment le vrai enjeu de cette démarche-là, c'était d'aller chercher ça. Ça passait par beaucoup de temps sur le terrain. Je pense que durant le processus d'enquête, donc avant la rédaction, j'ai passé 2 mois entiers sur le terrain à parcourir le pays vraiment d'est en ouest, du nord au sud, et accompagné par déjà 6 à 8 mois de voyage avant ça sur mes temps libres à travers le pays. Donc c'est vraiment un travail de terrain avant tout qui a permis d'aller justement, de sortir un petit peu de ce qui est généralement écrit sur le pays. Et justement, quelle image vous vouliez donner par rapport à l'image que vous aviez de base du Népal, qui s'est diffusée de base du Népal? Qu'est-ce qui diffère entre ce que vous avez essayé de montrer et l'image qui est faite dans ce guide? Justement, tout ce qu'on ne trouve pas dans l'imaginaire plutôt mainstream du Népal. Donc forcément, on parle des endroits les plus connus, donc les grandes zones de trek, les villes principales. Mais mon enjeu, c'était justement de mettre un peu plus la lumière, par exemple, sur tout l'est et tout l'ouest du pays qui sont beaucoup moins parcourus et de proposer des itinéraires de randonnée moins connus à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'une pépite de ce guide qui t'a vraiment marqué et que tu étais très fier de montrer dans le guide? Il y a tout l'ouest du Népal, du côté de tout l'est, pardon, donc l'Ilam, à côté de Darjeeling, côté indien.
où c'est une région productrice de thé qui est très éloignée. Il faut quand même presque 40 à 48 heures de bus depuis Katmandou pour y aller. Ça se mérite parce que les bus voilà, sont pas très confortables. Et, voilà. Et c'est une zone qui est vraiment magnifique. Et j'ai trouvé notamment une ferme de permaculture qui était tout simplement magnifique dans les plantations de thé. Et à partir de ce point d'ancrage, j'ai pu aussi explorer différents prestataires, des Népalais qui tenaient des petites homestays dans leur plantation de thé. Et là, pour moi, c'était vraiment le coup de cœur. Et est-ce que vous avez eu un retour d'expérience après la publication du guide par des voyageurs qui auraient utilisé le guide pour leur voyage, etc., ou des proches qui auraient lu le guide avant de partir au Népal? Est-ce que du coup, il y a eu des retours par rapport à ça sur leur imaginaire? Alors, quelques-uns. J'ai eu justement des personnes qui demandaient des précisions sur des coins un peu difficiles à atteindre et qui faisaient part aussi de leur contentement d'avoir pu trouver ces endroits-là. Malheureusement, en 2015, c'est l'année du tremblement de terre et pendant 2 à 3 ans, le tourisme s'est arrêté au Népal, le pays s'est reconstruit et là, on a fait face à une situation d'un tout autre ordre. Et du coup, voilà. Donc, malheureusement, ensuite, pas trop de retour. Ouais, je comprends. Même si après, ça a pu enrichir l'imaginaire et pousser les gens à retourner au Népal pour faire revivre aussi cette destination. Mais je propose qu'on s'intéresse maintenant du coup au guide Lyon qui est paru du coup en 2024 et qui a été rédigé donc par un local de Lyon avec le soutien de la métropole de Lyon. Donc ça présente 250 lieux et expériences dans la métropole et ça va à la rencontre, je cite, de personnes qui agissent pour le bien-être de la communauté locale et de l'environnement. Qu'est-ce qui distingue ce guide de Lyon des autres guides de Lyon? Alors là aussi, on a beaucoup de guides de Lyon. Ce qui se distingue là, c'est pas d'aller chercher ce qui n'a pas été répertorié, parce que je pense que quasiment tout a été répertorié, mais de faire vraiment une sélection des adresses les plus engagées, les adresses aussi les plus originales. Et je pense que j'anticipe peut-être une de tes questions, mais chercher justement à sortir aussi de l'imaginaire de Lyon, typiquement en tant que ville de la gastronomie très orientée viande, de proposer des alternatives peut-être un peu plus végétariennes ou véganes, ce qui est aussi assez facile parce que Lyon tend à se positionner comme ville ayant un certain point dans ce domaine-là. Et est-ce que ton histoire personnelle avec Lyon, le fait que tu y habites, a influencé ton écriture? Est-ce que tu as des exemples d'expériences ou de lieux qui n'auraient pas pu être présents dans un autre guide parce qu'il n'est pas écrit par un local finalement? Alors, en tous les cas, peut-être que ça aurait pu être répertorié d'une manière ou d'une autre, mais pas décrit avec les mêmes termes, parce que les lieux, justement, typiquement, et en particulier les lieux liés à la nourriture, c'est des lieux qui sont très chers, parce que j'aime beaucoup manger. Et du coup, c'est des lieux que j'ai, en tous les cas, que je tentais, alors j'essayais d'aller tester autant que possible. C'était pas possible pour toutes les adresses, malheureusement. Bon, la vie est longue, donc j'espère pouvoir aller déguster un peu plus chez un peu plus de têtes étoilées à Lyon. Mais voilà, donc je pense que c'est peut-être la passion que j'ai mis à écrire ces mots sur ces adresses culinaires spécialement, et aussi pour ce qui est de tous les lieux, on va dire, de sortie liés au social, à la vie nocturne et tout ça, qui me sont aussi très chers. Et quel a été le rôle de la métropole dans l'écriture du guide précisément? La métropole a eu un rôle pour aiguiller et filtrer quand même. Donc c'est eux qui ont pu aussi m'annoncer que tel lieu allait peut-être fermer ou tel lieu allait être modifié, allait être changé. Donc eux, ils avaient un peu la vision d'avenir que je ne pouvais pas forcément avoir sur toutes les adresses, et eux ont pu agir, on va dire, en tant que devin sur ces questions-là. Merci beaucoup pour ce témoignage sur le guide Lyon, mais je propose qu'on se retourne plus sur la question globale des nouveaux imaginaires, puisque les guides Tao, c'est pas seulement Lyon et le Népal, ils en ont
beaucoup, notamment sur la Corse, sur le guide Tao France. Ils en ont un sur l'Europe, si je ne me trompe pas également, guide monde. Bref, vous en avez pour tous les goûts. Vous pourrez avoir un petit aperçu juste ici. Et donc, l'objectif de ces guides, c'est de revoir justement les imaginaires liés au tourisme et aux destinations. Selon toi, quels imaginaires devrait-on changer pour se tourner de plus en plus vers un tourisme plus responsable et plus souhaitable pour l'avenir? Ouais, je pense qu'il y en a plein, mais je pense que d'essayer de s'éloigner justement des clichés de chaque destination, c'est assez essentiel pour éviter de surencombrer les zones, de, de- de détruire, on va dire, une part du patrimoine, ne serait-ce que physique, mais aussi culturel, en se concentrant trop au même endroit. Donc, je pense qu'une des fonctions du guide Tao, c'est de, 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 de dissiper un petit peu les flux sur les périphéries et avec un focus sur justement des acteurs qui ne sont pas forcément mis en avant partout et mis en avant justement parce que des marches engagées. Donc remettre au centre des récits finalement les personnes, l'humain, davantage que forcément la mobilité ou les lieux limite Instagrammables, vraiment visuels, remettre l'échange, l'authenticité au cœur du voyage. Exactement. Et quel récit, je dirais oublié, c'est-à-dire peut-être une manière de voyager comme on le faisait avant, pourrait-on remettre au goût du jour pour justement se ramener vers un tourisme, en tout cas un imaginaire touristique plus proche de ce que propose le guide Tao et de ce qui pourrait être plus souhaitable? Ou alors quel récit innovant pourrait-on remettre au goût du jour aujourd'hui? Bon, ça, c'est aussi... je ne réinvente pas la roue en disant ça, mais effectivement, en préconisant les voyages longs en train ou en bus ou en stop, c'est comme ça qu'on va vers cette tendance-là, en voyageant, en faisant même des longues distances en train ou en bus, on peut déjà vivre des choses incroyables et être vraiment loin de tout l'imaginaire assez classique qu'on a dans les médias, dans les agences traditionnelles. Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si dans le public, vous avez déjà des questions à poser à William. Pas de questions. Pas de questions. Super, on est efficace. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Et au-delà de l'imaginaire qu'on retrouve dans les guides, est-ce que vous travaillez avec des professionnels? Enfin, toi-même, tu es professionnel du voyage. Comment tu as réussi à remettre cet imaginaire dans toute la communication, la création de voyages que tu produis Enfin, c'est pas vraiment des voyages, mais sur Lyon ou autre. Bah, c'est pas facile parce que malheureusement, ça parle pas à une grande foule de personnes. Alors, les guides sont un moyen. Là, c'est un aparté peut-être un petit peu, mais avec mon frère, on crée des jeux de pistes. Et le but, c'est justement aussi de créer des activités ludiques et originales qui permettent aux gens d'avoir presque une quête à aller ailleurs que dans les endroits les plus visités. Donc, on va chercher justement à attirer les personnes par le jeu en dehors des sentiers plus traditionnels. Et justement, c'est peut-être une de mes dernières questions, mais l'un des freins de ce développement de nouveaux imaginaires, c'est l'accueil du public. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des personnes réticentes ou qui attendaient des choses plus basiques, plus classiques dans les voyages et du coup, vous étiez obligé d'intégrer ça dans votre récit? Oui, oui, c'est toujours une question de balance. Il faut toujours ménager l'envie de changer les choses de la part d'un public et ses exigences en termes de confort. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré quand j'étais réceptif en Mongolie, où les gens sont d'accord d'aller visiter un pays avec tout simplement pas de route et pas d'hôtel, mais il leur faut un minimum de confort. Donc, il faut réussir
à faire comprendre que ce ne sera pas possible, mais c'est en cédant sur certains points. Donc c'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Bah, merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin avant de conclure cette table ronde. Ou peut-être des questions surtout, encore. Peut-être une qui est apparue entre-temps. Non. Bah, le mot de la fin, c'est merci pour votre accueil et bon salon et au plaisir d'échanger en aparté si besoin. Bah, merci à toi, William. Merci à vous d'avoir été présent. Je tenais à remercier aussi tout le salon et on se retrouve, si vous voulez échanger plus longuement sur le pod juste derrière, Agir pour un tourisme responsable, sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de William également, des guides Tao. Je vous invite à aller visiter leur site et à très bientôt.